Allez, c'est parti. Alors, c'est bon, tu es prête? Ouais. Ok. Donc, s'émanciper du propriétarisme, penser une anthropologie du commun avec Castoriadis. Je vais vous présenter l'enquête épistémologique que j'ai menée ces derniers mois. Elle est le fruit d'une longue réflexion qui a commencé il y a quelques années déjà et qui continuera encore longtemps puisqu'elle est en quelque sorte une quête de vie. Une enquête sur comment nous pourrions vivre dans un monde plus égalitaire, un monde avec plus de justice sociale, un monde où nous pourrions déterminer par nous-mêmes comment nous souhaitons vivre ensemble. Plutôt qu'à contractualiser une limite formelle entre moi et l'autre, comme c'est le cas dans le propriétarisme, j'ai cherché à comprendre comment nous pourrions imaginer un lien social basé sur l'intersubsistance, sur la reconnaissance de notre interdépendance et la prise en compte de la singularité radicale de chacun dans les prises de décision liées au gouvernement de la communauté. Alors attends, je lance juste un petit chrono, j'ai oublié. Euh, Ouf, voilà. Alors, le propriétarisme est une idéologie qui cache la portée instituante de la société, la portée politique de l'acte de revendiquer et de reconnaître socialement la souveraineté d'une personne sur une chose. Autrement dit, cette souveraineté absolue irait de soi, il en irait de notre nature humaine. Cette idéologie est défendue par les tenants du courant utilitariste de John Locke à Bentham, en passant par l'inventeur de la métaphore de l'État léviathan, Thomas Hobbes. Donc l'homme à l'état de nature serait foncièrement violent, égoïste. Autrement dit, s'il en a l'occasion, l'autre va forcément chercher à imposer sur moi sa manière de voir le monde et cela ne va pas m'arranger. Pire, cela pourrait me tuer. C'est pourquoi nous déléguons volontiers notre pouvoir souverain, c'est-à-dire notre possibilité de penser ensemble comment nous pourrions vivre, en somme, notre pouvoir politique. Nous le déléguons à la puissance de l'État qui défend notre pouvoir absolu sur les choses, la propriété privée. Et donc, en érigeant une frontière de ce qui est à moi, de ce qui est à l'autre, cela me permet de contractualiser une façon de fonctionner. En quelque sorte, le propriétarisme est la croyance selon laquelle nous pourrions, dans certains cas, nous passer du consentement de l'autre. Avec le contractualisme, nous écrivons dans le marbre notre consentement, alors que celui-ci ne peut être que réactualisable. Je ne peux consentir maintenant de ce que je désire demain. On le voit avec Lacan, il y aura toujours un trou dans le savoir de ce que pourrait être mon désir. Alors, comment contractualiser cela? Puis, l'inscrire dans le marbre. C'est pourquoi j'expose dans mon mémoire à quel point cette idéologie participe à l'actualité morbide dans laquelle nous baignons. Ne serait-il pas temps de penser une manière d'être au monde qui prenne en compte notre nature intrinsèquement sociale, intrinsèquement interdépendante, pour penser notre rapport aux autres et à nous-mêmes? Alors, comment penser cette manière d'être au monde? Comment s'émanciper du propriétarisme? Comment penser une anthropologie du commun? La question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui est la suivante. En quoi la pensée de Cornelius Castoriadis nous aide-t-elle à penser une anthropologie du commun? Je me suis inscrit dans ce master pour étudier les communautés intentionnelles. Plutôt qu'un changement d'ampleur de société, une révolution, un retournement des rapports de force, certains ont tenté de vivre dès maintenant de nouveaux rapports sociaux en s'émancipant de la propriété privée. Plutôt qu'à la portée sociétale d'une telle démarche, à sa possibilité ou non de se généraliser par étayage à l'ensemble du pays ou, soyons fous, au reste du monde, je m'intéresse au changement d'être au monde que peut générer la vie communautaire chez les communards. Plutôt que de penser à un changement de paradigme pour la société, j'aimerais déjà me convaincre qu'un changement de paradigme pour moi-même est possible. Cette possibilité de penser, cet état d'être au monde, je l'ai appelé un ethos de l'intersubsistance. Cette notion d'intersubsistance me vient de l'anthropologue écoféministe Geneviève Pruvot, qui parle, elle, d'entre-subsistance. Elle s'est penchée sur la portée révolutionnaire du quotidien politique. Comme votre confrère philosophe Aurélien Berland, elle défend la prise en main de nos moyens de subsistance pour penser la liberté. Je cite ce dernier, l'autonomie matérielle est la condition de penser l'autonomie politique. Ok? Il précise justement que cette condition n'a pas été développée par Cornelius Castoriadis. Pour moi aussi, c'est bien la prise en compte de notre intersubsistance qui nous permet de penser l'autonomie comme l'auto-institution explicite et lucide de la société, se donnant elle-même ses propres lois en sachant qu'elle le fait. Et là, je cite Nicolas Poirier, en définissant par là même la ligne directrice principale de l'œuvre de Cornelius Castoriadis. Alors, en quoi la pensée de cet auteur nous permet-elle de penser une anthropologie du commun? En quoi nous permet-elle de s'émanciper du propriétarisme? Je ne vais pas répondre à cette question en reprenant le plan de mon mémoire.
Je vais commencer par déplier l'ontologie politique de l'auteur. Ensuite, je comparerai son anthropologie avec celle de Pierre Aulagnier, de Jacques Lacan et de Sigmund Freud, qui l'ont largement inspiré. Et enfin, j'exposerai comment la pensée de l'auteur permet d'expliquer que les sciences humaines ont en quelque sorte participé à la perpétuation, de l'éthos propriétariste. En quelque sorte, je procède à une lecture inversée de mon mémoire. Mais avant cela, je vais contextualiser ce qui m'a mené à faire une étude épistémologique de la pensée de Castoriadis, plutôt qu'à étudier directement des communautés intentionnelles. Je vais commencer par vous exposer brièvement les 2 premiers chapitres qui suivent l'ordre chronologique de ma recherche. Donc, le commencement de ma recherche. Au chapitre 1, j'ai pointé du doigt qu'une grande partie du corpus d'auteurs en sciences sociales ayant étudié les communautés intentionnelles décrivent des dispositifs de groupe de mortification de l'individu. Je citais le travail de Geneviève Proux-Masson, qui m'a été d'une grande aide. Pour créer et pérenniser une communauté intentionnelle, il faut favoriser l'émergence d'une forme de dépendance matérielle, affective et morale vis-à-vis de la communauté, la similitude entre les membres, un attachement au collectif, etc. Donc, en lisant son mémoire de psychosociologie, une monographie sur une communauté intentionnelle nommée Le Manoir, voici que m'étaient dévoilés des dispositifs encore plus aliénants que la fétichisation de la marchandise chez Karl Marx ou la cage d'acier du capitalisme chez Max Weber. Il fait super froid là où je suis, là, donc je grelotte. Moi aussi. C'est super froid. La psychosociologue présuppose un comportement individualiste des membres d'un groupe et analyse donc des dispositifs pour façonner un esprit de communauté. D'une certaine manière, elle postule l'existence d'un vrai homo economicus fait de chair et d'os, un individu égoïste dont les choix économiques et sociaux seraient guidés par la rationalité instrumentale, un calcul du plus grand profit pour un minimum d'effort. À partir de la lecture du corpus sur les communautés intentionnelles, ma thèse de départ fut que les auteurs de l'anthropologie classique ne me permettent pas de penser une anthropologie du commun. Au contraire de Castoriadis, ce dernier est passé par plusieurs penseurs critiques du capitalisme et de la modernité, au premier chef de Marx, dont il s'est détourné par la suite. Au chapitre 2, j'ai donc déplié la pensée de Marx, puis celle de Weber, en rapport avec le propriétarisme, pour enfin introduire la pensée de Castoriadis. Donc pour Marx, la cause première de l'exploitation de l'homme moderne, c'est la privatisation des communs. Priver l'ensemble de la population non bourgeoise de ses moyens de subsistance est la condition matérielle permettant l'exploitation du surtravail de la classe laborieuse, c'est-à-dire la spoliation de la plus-value générée par la différence entre la valeur d'échange du produit travail et la valeur du temps social de travail nécessaire à la fabrication de la marchandise. Ensuite, j'ai développé la critique de la valeur travail à travers la fétichisation de la marchandise. Cette dernière consiste en la sécularisation des pouvoirs mystiques, en apposant une valeur marchande à tout ce qui nous entoure, comme si cela allait de soi. Enfin, j'ai développé l'explication anthropo-sociologique de Max Weber, qui explique le changement d'éthos des modernes qui se sont transformés de jouisseurs ingénus du temps en jouisseurs sans cœur, devant avoir un travail vocation. Et enfin, j'ai fini ce chapitre 2 sur l'aliénation de l'homme moderne par la critique castoriadienne de la théorie de l'histoire chez Karl Marx. La singularité de la pensée de Castoriadis vient du fait qu'il a élaboré une anthropologie de l'indéterminé, une théorie de l'histoire du tout possible, du pas tout explicable, contrairement au matérialisme historique de Karl Marx. Mais cette critique et les conflits à propos de la stratégie à adopter au sein de l'organisation qu'il a cofondée avec son ami Claude Lefort, socialisme ou barbarie, ont mené Cornelius Castoriadis à s'interroger sur les conditions de détermination d'une société autonome. Moi, je pose comme hypothèse que c'est autant une critique radicale contre tout déterminisme idéologique qu'une remise en question personnelle et théorique qui l'ont mené en analyse et par là même à la découverte de l'inconscient. Donc maintenant que je vous ai contextualisé le début de mon mémoire, je vais vous expliquer l'ontologie. Je vous ai exposé l'ontologie politique de Castoriadis, le commun rendu possible par la portée révolutionnaire de l'institution de la société. Donc j'ai découvert Castoriadis dans l'ouvrage commun Une révolution au XXIe siècle de Pierre Dardot et Christian Laval. Il s'interroge sur comment nous pourrions penser des communs inappropriables, c'est-à-dire des biens comme des objets, des choses, des savoirs inappropriables. Comme Cornelius Castoriadis, qui a buté sur la possibilité d'élaborer une théorie permettant de formaliser une formalisation juridique de la propriété dans sa conception de la société autonome, les deux auteurs expliquent que ce sont aux usagers acteurs d'instituer les règles de propriété d'usage sur les biens et outils qu'ils utilisent.
En gros, on ne peut pas formuler une définition claire de ce que pourrait être un commun. Je les cite. Si l'agir commun est un agir instituant, c'est précisément parce qu'il consiste en la coproduction de normes juridiques qui obligent tous les coproducteurs au cours de l'accomplissement de leurs tâches. Comme chez Castoriadis, la délibération démocratique est la seule source légitime de normes juridiques. C'est la praxis instituante de déterminer ce qui est inappropriable, et non une définition ou une théorie. Le commun est la notion qui permet de souligner le caractère novateur de l'instituant et de l'institué chez Cornelius Castoriadis, ainsi que les notions d'autonomie et d'hétéronomie, dans le sens où ces quatre notions permettent d'analyser les modes de gouvernement de la propriété d'usage autrement que par l'analyse des modalités d'un pouvoir qui s'exercerait sur les corps et qui serait forcément extérieur aux individus, comme c'est le cas chez Marx, chez Foucault ou chez Lacan. Et c'est ce que j'expose dans mon mémoire. Pour Castoriadis, l'institution de la société ainsi que l'histoire sont des créations pures, nourries par une indétermination, qui ne peut se réduire en une nature fonctionnelle de l'humain. Dans le tome 2 des Carrefours du labyrinthe, Domaine de l'homme, il explicite comment certaines idéologies peuvent occulter la partie instituante de l'humain en érigeant des lois extrasociales hétéronomes. En parlant de l'histoire, il écrit « Elle est l'œuvre de l'imaginaire social instituant. La société s'institue à chaque fois d'elle-même, mais elle occulte cette auto-institution en se la représentant comme l'œuvre des ancêtres, des dieux, de la nature, de la raison, ou des lois de l'histoire, comme c'est le cas avec le marxisme. » Donc le projet politique de Castoriadis, comme projet d'institution d'une société autonome, implique la reconnaissance explicite de cette auto-institution de la société. Elle est une société qui sait que ses institutions sont son œuvre propre et qui ne s'aliènent pas à elle. Ainsi, nous pouvons départager deux façons de penser l'institution de la société et l'action humaine. La croyance que les institutions proviennent d'une source extrasociale, la spiritualité, la nature intrinsèquement rationnelle ou productiviste humaine, et celles qui savent que leurs institutions sont leurs propres œuvres. Donc la première est un mode de pensée hétéronome et la seconde des modes de pensée autonomes. Voici un formidable outil d'analyse des modes de pensée d'agir et de décider d'une communauté intentionnelle. Élucider d'où viennent les croyances des communards, déterminer les présupposés de leur mode d'être et d'agir, déterminer ce qui est de l'ordre de l'institué, de ce qui est de l'ordre de l'instituant, de ce qui est de l'ordre de l'hétéronomie ou de ce qui est de l'ordre de l'autonomie. Donc, j'arrive à ma troisième partie, qui est « et de l'inconscient dans tout ça », avec un CCD majuscule à ça, évidemment. Donc, si on prend en compte le postulat de l'existence de l'inconscient, c'est-à-dire l'acception selon laquelle l'humain n'est pas maître en sa demeure, car une partie de ses pensées sont refoulées dans l'inconscient, comme chez Freud, ou qu'un réel, c'est-à-dire un savoir ne pouvant faire sujet du verbe du langage, c'est-à-dire ne pouvant se dire entièrement, ne pouvant que se mi-dire dans le langage, comme chez Lacan. Autrement dit, je pars du postulat qu'il existe un savoir en nous qui influence nos actes et dont nous ne pouvons avoir conscience entièrement, ou en tout cas, pas de manière immuable. Castoriadis, lui, pense que nous pouvons en avoir en partie conscience de ce savoir, mais de façon épisodique et dans un mouvement de pensée. Donc, avec ce postulat, comment pourrions-nous imaginer qu'un individu puisse prendre des décisions lucides et conscientes? Il y aura toujours un impossible, un réel, un impossible à se dire. En cela, il y aurait toujours un impossible à penser le commun. Donc voici la thèse que je défends dans ce chapitre. Dans l'élaboration de la société autonome et la possibilité des sujets d'élucider les aliénations aux imaginaires institués, Castoriadis ne dit pas que l'inconscient est dépassable. Non, il ne tend pas à forclore le sujet de l'inconscient. C'est-à-dire que, pour reprendre les notions lacaniennes que j'expliciterai par la suite, Castoriadis ne tente pas de définir le reste à jouir, ni à définir totalement le désir du sujet, ou encore à empêcher la fonction de castration du signifiant maître, l'impossible à se dire, l'impossible du réel du sujet à tenir dans le langage, le marquage du sceau de l'impuissance, des figures du maître qui saturent la fonction de semblant, selon la formule de Sidi Ascofaré. Donc je vais vous expliquer tout ça, bien sûr. Aussi, Castoriadis prend autant en compte l'inconscient réel que l'inconscient fantasme, ces deux fonctions du concept d'inconscient chez Lacan, qui sont décrites dans Lacan, l'inconscient réinventé, écrit par Colette Solaire.
Et certaines des expressions de Castoriadis dans l'institution imaginaire de la société tendent à démontrer une recherche de forclusion du sujet. Mais je vais vous expliciter en quoi je pense que Castoriadis, comme Lacan, reconnaît une béance dans le savoir du sujet, lui qui plaide pour une explication d'un humain pas tout rationnel avec sa notion d'innommable invisible. Notion qui n'est pas du tout valorisée par ailleurs. Comme l'écrit votre confrère Bernard Victoria dans sa thèse, il y a comme une rencontre ratée entre Lacan et Castoriadis. Cornelius Castoriadis a suivi les séminaires de Jacques Lacan de 64 à 68 et a entrepris un travail analytique entre 1960 et 1966. La différence fondamentale entre les deux auteurs vient de la nature de l'action du sujet et son potentiel émancipateur. Je regarde si tu es toujours là. Oui, tu es toujours là. Tout seul devant mon texte. Je suis. Alors, si pour Lacan, le sujet de la psychanalyse, c'est-à-dire le sujet parlant à un psychanalyste clinicien, et donc en posture d'analyse, est aliéné au langage, pour Castoriadis, le sujet n'est pas aliéné au langage, car il est langage. Il participe à l'élaboration du sens et du mythe qui le constitue. Il est dans sa nature même de parler et de créer l'histoire, son histoire. Et très justement, il oppose l'affirmation le sujet est aliéné au langage à l'affirmation le sujet est aliéné au corps. Pour lui, cela n'a aucun sens, car il n'y a pas d'humain sans corps autant qu'il n'y a pas d'humain sans langage. Cette attaque en règle contre Lacan est sûrement due au fait que les deux hommes n'ont pas du tout les mêmes objectifs. La praxis lacanienne, la pratique qui découle de sa théorie, est la pratique de la clinique, qui, après différents processus d'identification, amène l'analysant à la chute de cette dernière, c'est-à-dire à la fin de la cure. Il serait d'ailleurs de l'ordre d'un mauvais usage de la psychanalyse que d'utiliser des concepts qui se valent pour la clinique, c'est-à-dire dans le cabinet d'un analysant, pour les formaliser dans le cadre du gouvernement de la cité. Eh bien, c'est pourtant bien ce que je fais dans ce mémoire. Peut-on effacer l'inconscient en dehors du cabinet? Non. Non, le réel opère toujours. L'analysant vient se plaindre à son analyste des mots qui se formalisent par le symptôme. Le sujet de la politique se midie lui aussi des mots des institutions de la communauté qui ne lui permettent pas de vivre son symptôme de manière pacifiée. Toute la thèse de ce mémoire est que le symptôme du sujet traduit le symptôme de la communauté et que le rôle de la politique est justement de rendre compte du malaise du sujet pour discuter des malaises de la communauté. C'est d'ailleurs aussi une proposition personnelle que de développer les concepts castoriadiens dans le cadre de dispositifs de prise en compte des symptômes dans le rapport entre des sujets politiques, comme c'est le cas dans les groupes de parole en justice restaurative, par exemple. Donc là, c'est vraiment une thèse très importante de mon mémoire. Castoriadis est avant tout un penseur politique. Il a utilisé la théorie lacanienne et freudienne afin d'élaborer une praxis menant à la société et à l'être autonome. Pour Castoriadis, l'autonomie, ce serait la domination du conscient sur l'inconscient. Évidemment, on peut penser à la forclusion. Reprenons Lacan, si l'inconscient est le discours d'un grand autre, c'est-à-dire celui de la culture et de l'interprétation de celle-ci par le sujet, alors l'autonomie serait mon discours doit prendre la place du discours de l'autre, d'un discours étranger qui est en moi et me domine, parle par moi. Il reprend l'affirmation freudienne, là où était du ça doit devenir du moi. Le ça est une des topiques freudiennes, un concept spatial, mais n'ayant aucune localisation biologique au sens de Freud, où se situeraient les pulsions asocialisées par la culture. Castoriadis le traduit par fonction de l'inconscient, qui investit de réalité l'imaginaire, l'autonomise et lui confère un pouvoir de décision. Cet imaginaire étant un rapport avec le discours de l'autre. Il précise en note de bas de page que cette réalité formée par le ça marque un point de jonction entre l'imaginaire individuel et l'imaginaire social. Ils sont noués. Donc on voit ici la singularité propre au sujet qui tient dans l'interprétation chargée d'affect qu'il prend comme réalité entre ce qu'il reçoit de la culture, c'est-à-dire du discours de l'autre, et ce qu'il en est réellement. Je vais développer. Pour Castoriadis, la praxis psychanalytique sert sa volonté de faire advenir l'être autonome. La psychanalyse doit donc avoir pour ambition de soutenir le sujet à élucider ce qui est mon discours de ce qui est le discours de l'autre. Jusque-là, j'observe que nous avons affaire à une tentative de forclusion. On est tout à fait d'accord. Alors la forclusion, quelle est-elle? Dans l'inconscient réinventé, Colette Solaire explique que chez Lacan, il y a l'inconscient fantasme, celui qui en appelle au déchiffrage et au plus de sens, qui rappelle l'inconscient freudien.
Donc on en est toujours au fantasme qu'on devrait traduire. Et d'autre part, l'inconscient réel, qui serait le noyau indéchiffrable du symptôme. Le symptôme, comme véhicule de la vérité subjective du sujet, est structuré par un savoir sans sujet. Donc il y a un noyau réel sous une enveloppe de signifiants maîtres qui sature la fonction de semblant. Et donc l'inconscient fantasme. C'est là tout le paradoxe à partir duquel l'analyste opère dans la cure lacanienne. Le transfert nécessaire au travail de la cure suppose un sujet au savoir attendu par le psychanalyste. C'est bien pour cela que l'analysant se plaint à l'analyste, pardon, car il croit que ce dernier détient un savoir sur lui. C'est ainsi qu'il accouche de son réel, ou plutôt de l'acceptation de son réel. Mais ce savoir supposé est aussi une sorte de dénégation de l'inconscient, en tant que justement l'inconscient est du savoir sans sujet qui se loge dans le verbe. C'est pour cela que dans la cure analytique lacanienne, on attend du sujet qu'il accouche par la parole des différentes identifications au discours de l'autre, au premier chef de l'analyste, mais cela se fait non sans ratage, pour atteindre la chute des identifications et trouver une sorte de symptôme pacifié, un rapport à la béance du lien social, au savoir qui fait trou dans le réel. Donc, la forclusion serait un refus du réel, une volonté de vouloir définir, de vouloir expliquer, de vouloir déterminer les causes du symptôme. En fait, de vouloir identifier les fantasmes, alors que ce qui fait l'unique du sujet, c'est son symptôme. C'est le fait que ces fantasmes ne se logent pas dans le social. Et donc, le symptôme est une modalité de jouissance de ce réel qui ne se loge pas dans le social. D'où l'affirmation, pas de sujet sans symptôme, et la fameuse politique du symptôme qui doit gouverner la cure, tant défendue par Colette Solaire. Castoriadis ne développe pas cette praxis de la chute de l'identification. Cette chute de l'identification, elle me rappelle de mon côté la méditation, la praxis taoïste du renoncement à être, à vouloir se définir, à tout savoir sur soi, à posséder, etc., à vouloir contrôler finalement. Pour autant, Castoriadis ne forclôt pas le sujet. Il explique bien que le sujet ne sera jamais totalement fait de son propre discours. Il restera toujours des résidus du discours de l'autre. Et cela fait bien penser au plus de jouir de chez Lacan. De plus, cet état d'élucidation de son propre discours et du discours de l'autre su comme tel ne peut être un état constant. C'est pour lui un mouvement. Il écrit concernant ce jeu autonome qui ne saurait être un état achevé mais une situation active. Non pas une personne idéale qui serait devenue jeu pur une fois pour toutes, mais une personne réelle, qui n'arrête pas son mouvement de reprise de ce qu'il était acquis du discours de l'autre, à moins qu'elle ne le veuille bien. Donc, plus loin, il se reprend sur le fait que l'autonomie n'est pas élucidation sans résidu et élimination totale du discours de l'autre, non su comme tel. Donc il existe donc bien, comme chez Lacan, un impossible, voire une impuissance, à élucider totalement le discours de l'autre, à en connaître totalement le signifiant maître, autant qu'à se définir soi-même totalement avec les mots de l'autre. Et voilà, j'en arrive à la partie métaphysique de mon mémoire, la partie sur l'invisible innommable et le proto-humain. C'est impossible chez Lacan, et la dimension réelle, à jamais perdue de l'objet A, l'objet petit a, qui marque l'impossible à vraiment se comprendre, à comprendre l'autre en dehors de l'interprétation inconsciente que nous possédons. Donc, concernant le réel et l'objet A, le primo-objet du désir, Castoriadis et Lacan semblent dire la même chose. Ce qui manque et manquera à jamais, c'est l'irréprésentable d'un état premier, l'avant de la séparation et de la différenciation, avec la mère, bien sûr. Une auto-représentation que la psyché n'est plus capable de produire. Je passe maintenant à la portée instituante de l'anthropologie castoriadienne, rendue possible grâce à la partie de l'inconscience qui n'est pas langage. En effet, pour Castoriadis, si les significations sont relativement indépendantes des signifiants qui les portent, c'est qu'elles préexistent aux signifiants. Il explique que la psyché est émergence de représentations accompagnées d'un affect et insérée dans un process intentionnel. Il postule que la psyché ait la capacité de se faire surgir une première représentation. Pour lui, l'imagination radicale fait surgir déjà une première représentation à partir d'un rien de représentation, c'est-à-dire à partir de rien. Ce qu'il nomme par ailleurs un invisible innommable dont la portée est instituante. Et là, nous entrons clairement dans le registre de la métaphysique. Selon l'historien François Doss, ces représentations sont empruntées au concept de pictogramme inventé par la psychanalyste Pierre Aulagnier, qui a été la compagne de Castoriadis.
Ces pictogrammes sont chez le nourrisson des représentations issues de ses premiers ressentis, alors qu'il est en symbiose avec la mère. Ces pictogrammes peuvent provenir et fixer des perceptions sensorielles de tous les sens, pas seulement visuels. Ils peuvent être auditifs, tactiles, olfactifs, gustatifs. Cela rappelle l'origine des formes et imagination. Ainsi, je crois que Castoriadis et Aulagnier procèdent à un retour à Freud et à son concept de souvenir-écran, qui est une trace ou empreinte mnésique, perception sensorielle quelconque, mais chargée de sens. Ce type de représentation prend source dans un état d'indifférenciation entre une zone érogène, par exemple la bouche, et l'objet source de réconfort et de plaisir, le sein. Chez l'ensemble des psychanalystes, c'est toujours ça. Chez Castoriadis, comme chez Aulagnier, la représentation n'est pas un fantasme. C'est une forme chargée d'affect, un souvenir. Et il me semble que pour Lacan, cette forme pourrait s'apparenter à l'objet A, le primo-objet du désir. Sauf que chez Lacan, cet objet A est chargé de la logique, du fantasme et du registre symbolique. Cet objet est déjà chargé du registre symbolique du langage. Dans la violence de l'interprétation de Aulagnier, les premières représentations de l'enfant, donc l'enfant qui ne parle pas, sont confrontées à la pensée de l'autre, au premier chef, celle de ses parents. Et c'est cette interprétation qui peut être plus ou moins violente pour la psyché de l'enfant et qui peut déboucher sur des troubles psychiques. C'est cette violence de l'interprétation qui provoque une fuite, un besoin absolu de ne pas être assujetti à la pensée de l'autre, en développant des symptômes dont le sujet de la psychanalyse vient se plaindre. Et cette violence peut déboucher sur le besoin de mettre une distance formelle, absolue, entre moi et l'autre, en signant un contrat de propriété, par exemple, ou en déléguant à des experts à la pseudo-rationalité scientifique le soin de prendre des décisions politiques à la place du groupe afin de ne pas être confronté à nouveau à la violence de l'interprétation de l'autre. Et j'en arrive enfin à ma conclusion, puisque là, on voit bien que j'ai expliqué clairement en quoi Castoriadis non seulement explique l'émergence du propriétarisme, mais même explique l'impossible à penser une sortie du propriétarisme et à penser le commun, et il nous propose sa propre ontologie justement pour proposer la portée instituante de l'humain qui nous permet de penser le commun. Et là, je vais vous expliquer en quoi Freud, d'une certaine manière, procède à un retournement de l'anthropologie. Dans Malaise dans la culture, Freud explique que s'isoler volontairement, se tenir à distance des autres, c'est la protection la plus immédiate contre la souffrance susceptible de résulter pour quelqu'un des relations humaines. Donc jusque-là, on est pareil à Castoriadis. Plus loin, il reprend la thèse utilitariste de Bentham. Cette tendance à l'agression, que nous pouvons déceler en nous-mêmes et dont nous supposons au bon endroit l'existence chez autrui, constitue le facteur principal de perturbation dans nos rapports avec notre prochain. C'est elle qui impose à la civilisation tant d'efforts. Donc, d'une certaine manière, Freud, comme Lacan, en présupposant que la loi nous protège les uns des autres, essentialise un humain intrinsèquement dangereux pour l'homme. Et le pouvoir y est toujours extérieur à l'individu, que ce soit dans la loi formelle ou dans la fonction de la loi des signifiants maîtres de la société, comme chez Lacan. Garrett Hardin, donc le biologiste connu pour être l'auteur de l'article publié en 1968 dans la revue Science sous le nom de La tragédie des communs, y explique comment une situation de libre accès à une ressource limitée et pour laquelle la demande est forte mène inévitablement à sa surexploitation puis à sa disparition. Il précise clairement la destination vers laquelle chaque homme se hâte est la ruine, chacun poursuivant son propre intérêt dans une société qui croit à la liberté des biens communs. Donc, les tenants de l'économie classique ont utilisé cette thèse pour justifier la gestion des ressources par la restriction d'usage permis par la propriété privée, exactement pareil que la thèse de Freud. Or, l'humain est intersubsistant par nature, et Freud et Lacan ne disent pas l'inverse. En cela, l'humain suit consciemment et inconsciemment des lois instituées dans des signifiants maîtres de sa culture. Chacun et chacune possède son propre rapport à la jouissance, son propre rapport à la loi, inscrite dans des signifiants maîtres de sa culture, et ces rapports singuliers sont influencés par l'histoire du sujet, ses traumatismes, ses interprétations conscientes et inconscientes des signifiants de la culture. Pour instituer un vivre ensemble, l'humain utilise le langage, ok, différentes chaînes signifiantes qui lui permettent de se comprendre ou pas. Si l'individu du libéralisme, essentialisé dans la thèse de Garrett Hardin, existe, c'est qu'il existe dans les signifiants maîtres de la culture occidentale capitaliste de notre époque. Cet individu est contraint par la montée de l'insignifiance à l'égard de la société,
par un imaginaire institué dans le lien social capitaliste. Et cet imaginaire ne permet pas de penser l'auto-limitation de l'individu, car le plus de jouir en est le versant d'une seule et même pièce. Donc c'est pourquoi Garrett Hardin, biologiste, vivant dans la société capitaliste, ne peut penser le commun, ne peut penser cette auto-limitation de la consommation des ressources. Le pouvoir créateur du sujet autonome est justement d'instituer consciemment un nouvel imaginaire basé sur la prise en compte de notre nature profonde, l'intersubsistance. Et Cornelius Castoriadis prêche l'espoir dans le social, le pouvoir instituant de l'imaginaire radical qui est en nous pour influer sur ce dernier. La société autonome est donc une société qui accueille la radicalité de tous ces sujets tout en laissant une place au social institué et à l'inconscient. Les concepts d'autonomie et d'hétéronomie, d'instituant et d'institué chez Cornelius Castoriadis, son ontologie politique, me permettent de penser une pratique révolutionnaire de la quotidienneté, une praxis d'inter-reconnaissance de nos traumas individuels et collectifs, une manière d'être au monde et de penser le commun, un ethos de l'intersubsistance. Voilà.